Les podcasts du Figaro. Je mets juste la béquille de mon scout, je reste assise et je garde mon casque. Et au bout de quelques minutes, c'est le noir, je me retrouve quelques mètres plus loin. Là, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et là, je vois qu'il me manque un bout de jambe. C'est vraiment les autres qui m'ont sauvée, le sport aussi bien sûr, et cet élan vital que j'avais déjà en moi avant. L'idée de pratiquer du tennis, un sport que j'avais toujours fait debout, en fauteuil, j'arrive pas à me faire à cette idée, je vois pas la dimension physique, pour moi c'est une régression. J'avais d'ailleurs à l'époque, j'ose le dire, beaucoup de préjugés sur le handicap. Je leur dis, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de Lagarde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil. Bonjour Pauline. Bonjour Aude. Ma première question, Pauline, portera sur l'une des grandes passions de votre vie, le tennis. Quand avez-vous tenu une raquette pour la première fois ? Assez tard finalement, puisque je pense que j'ai commencé à peu près 7 ans le tennis. C'est tard puisqu'on peut commencer dès 3 ans le tennis, mais moi ça a été, voilà, j'ai fait plein d'autres sports avant, donc c'est à l'âge de 7 ans que j'ai enfin commencé les cours de tennis. Et puis depuis, ça a toujours été dans ma vie et aussi l'actualité du tennis sportive, puisque je lisais l'équipe tous les jours. Donc c'était important pour moi de suivre notamment un certain tournoi que vous devez connaître, Roland-Garros. Vous regardiez tout ça avec votre père, notamment les Jeux Olympiques, Roland-Garros. C'est vraiment lui qui, effectivement, a cultivé ma culture sportive, parce que voilà, c'est un fan de sport, de tous les sports. Et c'est vrai que toutes les compétitions, tous les sports, on les regardait ensemble. Moi, j'ai des souvenirs mémorables de supportrice avec lui. Et je le remercie parce que grâce à lui, j'ai le sport dans ma vie. Vous avez tellement aimé le tennis que vous êtes même, en parallèle de vos premiers jobs, devenu professeur de tennis pour des enfants ? J'ai fait beaucoup de tennis, donc un petit peu de compétition, mais pas beaucoup parce que j'ai vite travaillé à France Télévisions. Les tournois, ça demande du temps, donc je ne pouvais pas continuer. En revanche, effectivement, ça a été mon premier boulot, passer un diplôme pour donner des cours de tennis à des enfants. Voilà, c'était chouette parce que je ne faisais pas de babysitting, je transmettais ma passion à des enfants. Et ce qui me permettait aussi, malgré tout, de garder un bon niveau pour être légitime et enseigner le tennis. C'est vrai que j'adorais ça, d'être dans la transmission, et je travaillais en télé la semaine et les week-ends et quelques mercredis, je donnais des cours de tennis à des enfants et c'était enrichissant d'être dans plusieurs univers à la fois et dans le sport notamment. Ça, c'était votre vie avant le 27 octobre 2018 et puis il y a eu cet accident qui a bouleversé votre vie. Vous avez alors 27 ans ? C'est ça. J'allais avoir 28 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était un jour ordinaire de week-end où il faisait beau. J'étais avec ma copine. On avait fait du sport le matin parce que c'était déjà très important pour moi de faire du sport. Et on sortait d'un déjeuner entre copines. C'est drôle parce que j'y repense souvent en me disant qu'on peut vraiment tellement basculer rapidement de passer du rire aux larmes, puisqu'on avait eu des fous rires à ce déjeuner. Et quand on les quitte, on se dit avec ma compagne qu'on va aller acheter un bouquet de fleurs parce que le soir, elle allait me présenter à son frère. Voilà, on traverse cette rue de la Convention, le feu passe rouge, puis vert, puis on décide de ne pas s'arrêter au premier fleuriste, mais au second qui se trouvait le plus près de chez nous. Des choix, des décisions qui auront leur importance plus tard. Je décide de la laisser rentrer dans le fleuriste seule. Et je l'attends assis sur mon scooter, je me gare sur le trottoir. On n'a pas beaucoup de temps, donc je sais tellement que ça va aller vite que je mets juste la béquille de mon scout, je reste assise et je garde mon casque, ce qui me sauvera la vie par la suite. Et au bout de quelques minutes, c'est le noir, je me retrouve quelques mètres plus loin. Là, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. La première chose à laquelle je pense, c'est un attentat, parce que je me retrouve vraiment loin de l'endroit où j'étais. Et surtout, j'étais sur un trottoir où on est censé être en sécurité. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui savent faire. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais je vois que ça se passe plutôt en bas, au niveau de mes jambes. On m'empêche de regarder. Et finalement, j'arrive à me défaire. Et là, je vois qu'il me manque un bout de jambe. Ce moment précis, je m'en souviens très bien, puisque je me couche par terre et je regarde le ciel et j'hurle de détresse. Parce que j'intègre tout de suite que c'est fini, quelque part, que celle que j'étais avant
elle va rester là et qui va avoir une vie d'après. Dans quel état, je ne sais pas encore. Et en fait, on m'emmène à l'hôpital militaire de Percy parce que j'apprendrai par la suite que ce que j'ai, c'est comme une blessure de guerre et que pour ça, c'est les meilleurs. Je pose la question quand même à un médecin avant d'aller au bloc opératoire en lui demandant si on va me recoller ma jambe parce que mon cerveau s'était mis en mode survie avec cette idée-là en tête. On balaye cet espoir d'un revers en me disant que ça ne va pas être possible. Donc je pars au premier bloc opératoire en sachant que j'ai perdu ma jambe et qu'il va falloir continuer de vivre quelque part. Et c'est vrai que quelques heures après, je suis en salle de réveil, il y a mes proches autour de moi, ma famille. Je suis heureuse de les voir, je suis reconnaissante parce qu'ils sont venus, ils ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire pour être là. Je les vois très inquiets. Et moi, voilà, je suis shootée, j'ai beaucoup de morphine, évidemment. Mais je pense que la première pensée, c'est d'être heureuse d'être en vie, de respirer encore. Et j'ai envie de les rassurer. Je leur dis, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et à partir de là, en fait, je pose quelque chose de très important qui va être le nouvel objectif de ma vie. Et comment ça vous est venu, ces Jeux paralympiques 2024 ? Un peu de nulle part, mais pas tant que ça. Voilà, la petite fille que j'étais, pour qui le sport a toujours été très important. Elle avait eu un rêve, un moment d'être sportive de haut niveau, d'abord dans le basket, puis dans le tennis, de faire sport-études, mais ça s'est pas fait. C'est vrai que je pense avoir toujours eu le profil, en tout cas l'envie d'être sportive de haut niveau. Pour autant, j'ai fait plein d'autres choses et c'était très bien. J'ai adoré ma vie d'avant. J'étais très épanouie. Et j'avais aussi en tête les Jeux, l'accueil des Jeux dans notre pays, dans ma ville. Alors, c'est pas que la mienne, bien sûr, mais voilà, moi, en tant que Française, parisienne, j'étais très heureuse à l'idée de vivre une compétition d'une telle envergure, les Jeux olympiques, paralympiques, à la maison, en tant que spectatrice. Et là, dans ma tête, ça a switché. Je me suis dit, pourquoi pas en être ? Pourquoi pas en être actrice du fait de ce nouvel handicap ? C'est comme si j'avais fait le lien tout de suite, sport, handicap, Jeux paralympiques. Ok, c'est bon, go, quoi. C'est pour vous. En tout cas, on va essayer. Dans votre livre qui est paru aux éditions HarperCollins récemment, qui s'appelle Impossible, vous décrivez cette rééducation pendant de longs mois à l'hôpital militaire de Percy. Vous dites que c'était vraiment effectivement très dur, qu'il y a eu des moments très sombres. Qu'est-ce qui vous a aidé à garder espoir ? C'est vrai que ça a paru si long. Ça m'a paru tellement long. Cette sensation de subir, d'être alité, d'être diminuée, d'avoir mal aussi. Ce qui m'a fait tenir, c'est les autres, tout simplement. Bien sûr, l'entourage proche qui a été impliqué, investi plus qu'il n'en faut, jusqu'à l'endormissement presque, et les soignants qui sont sortis de leur rôle, qui ont été des véritables héros avec moi et sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, qui ont toujours eu beaucoup de bienveillance, un mot, une attention plus qu'il en fallait à mon égard. Ces liens que j'ai pu développer avec tout le personnel soignant, où on est comme ensemble dans le drame. C'est la beauté dans le drame, c'est ce que j'aime bien dire. Il y a parfois du beau dans un drame. C'est ces rencontres-là, notamment, que j'ai faites. Des militaires aussi que j'ai rencontrés. C'est vraiment les autres qui m'ont sauvée. Le sport aussi, bien sûr. Et cet élan vital que j'avais déjà en moi avant. Mais ça, c'est grâce à ma famille, mon éducation, qui a fait que je m'en suis sortie. En tout cas, je suis sortie de l'hôpital. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux, bien sûr. Mais l'idée, c'était, dans ce livre, effectivement, de partager aussi le fait que dans les drames, dans les épreuves de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et qu'on n'est jamais à l'abri. Moi, aujourd'hui encore, j'ai des bas. Et voilà, il faut les traverser avec les meilleures armes possibles. Moi, ça a été vraiment l'entourage qui m'a permis à chaque fois de rebondir. Après la rééducation et votre sortie de l'hôpital militaire de Percy, vous participez à des journées de détection en vue des Jeux paralympiques, justement ? C'est vrai que c'est fou, mais par hasard, pour mener à bien mon projet de faire les Jeux, parce que c'était quand même assez vague, je tombe sur ce programme de détection organisé par le Comité paralympique français, qui s'appelle La Relève, et je suis sélectionnée. Et je fais ces ateliers avec la présence de plusieurs fédérations, de tous les sports. Et là, la Fédération française de tennis, effectivement, me saute dessus en me vendant du rêve, en me disant que je peux faire une médaille, que je peux faire des grands chelems. Et c'est vrai que moi, je suis très réfractaire à l'époque, à ce moment-là, parce que l'idée de pratiquer du tennis, un sport que j'avais toujours fait debout, en fauteuil, il y a un blocage, en fait. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. Je ne vois pas la dimension physique. Pour moi, c'est une régression. J'avais d'ailleurs, à l'époque, j'ose le dire, beaucoup de préjugés sur le handicap.
Et c'est vrai que je suis vraiment réticente. Par la suite, ils m'ont invitée à Roland-Garros. Et là, j'ai rencontré Stéphane Houdet, un grand champion paralympique, qui a été un modèle et qui m'a donné envie d'essayer. Donc, vous étiez une joueuse de tennis en amateur et vous êtes devenue une athlète professionnelle. Vous avez été championne de France de tennis fauteuil en 2021, 2022, 2023. Vous avez participé à plusieurs tournois du Grand Chelem et vous avez participé au JO cet été. Comment est-ce qu'on passe comme ça d'un sport amateur, de loisir, à un sport vraiment exercé de manière professionnelle? À quoi ressemble la journée d'une Pauline Déroulède aujourd'hui? Très chargée, je ne vous cache pas. Comment on passe avec, encore une fois, la meilleure des équipes autour. Moi, je fais un sport individuel qui est le tennis, mais j'ai évidemment beaucoup de personnes autour de moi, ma coach, mon préparateur physique, mental, un kiné. Et c'est vrai que moi, cette rigueur dans le sport de haut niveau, des entraînements, de l'effort, c'est quelque chose qui me plaît. Bien sûr qu'il faut aimer ça. Donc, comment on passe d'une vie amatrice, il faut aimer ça. Moi, j'aime m'entraîner 6 heures par jour. Une journée, c'est entre 2 et 4 heures de tennis par jour, 2 heures de physique par jour, des soins aussi pour la récupération. Et puis, des rendez-vous en dehors du cours, parce que c'est bien de faire autre chose. Moi, j'ai besoin aussi de faire autre chose et de sortir un petit peu du tennis. Mais c'est vrai que c'est une discipline, une rigueur, des journées qui sont très chargées, mais qui, moi, c'est mon équilibre, en fait. J'ai trouvé mon équilibre dans ce rythme-là. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève le matin, avec cet objectif de performer, que ce soit au Grand Chelem, aux compétitions importantes qu'on a sur notre circuit, et avec cet objectif ultime des Jeux. Donc là, c'était Paris. Ça a été incroyable. Et là, au moment où on se parle, c'est déjà Los Angeles en 2028. Los Angeles 2028. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai découvert aussi l'envers du décor d'être sportif de haut niveau. C'est beaucoup de sacrifices parce qu'on n'a pas de vie à côté de ça, dans le sens où on ne peut pas faire la fête comme avant, par exemple. On ne peut pas avoir toutes les personnes qu'on aime, nos amis, comme avant. On n'a pas beaucoup de temps, on doit beaucoup dormir, on est tout le temps en tournoi, en compétition à l'extérieur. Donc c'est beaucoup de sacrifices, un investissement sans faille, ça c'est sûr. Mais j'ai appris et j'apprends encore. J'ai sûrement fait des erreurs et c'est vrai que les 4 ans qui arrivent, j'aurai plus d'expérience dans cet univers et c'est ça qui est sympa aussi. Pendant les Jeux paralympiques de cette année, donc vous avez concouru à la fois en double et en simple, perdu à chaque fois au premier tour, mais vous avez aussi porté la flamme chez vous à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience qui devait être incroyable? Porter la flamme, ça a été vraiment mon entrée dans les Jeux. Je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse autant d'émotions. Je pense que c'est à ce moment précis, il y avait énormément de monde à Boulogne-Billancourt, effectivement là où j'habite. Je ne m'attendais pas à autant d'effervescence, même si j'ai toujours vendu que les Jeux seraient une réussite. Là, avant les Jeux, c'était déjà une ambiance dingue. Et j'ai été vraiment submergée par les émotions parce que je me suis refait le film, en fait, de ces 5 dernières années, où j'ai réalisé d'où je revenais, de l'enfer duquel je revenais. Et voir tous ces gens en communion avec moi, si heureux de voir la flamme, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment rendue fière et heureuse. Au même titre que les Jeux de Paris, bien sûr, j'ai pas eu le tirage le plus facile, mais c'est le tennis. Et j'étais prête au combat. La Colombienne que j'ai affrontée, elle était plus forte ce jour-là. C'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai gagné plein d'autres choses. J'ai gagné l'amour des gens, un central 2 fois plein. Voilà, le cours Philippe Chatrier n'avait jamais été aussi beau, même pendant Roland-Garros. Et ça n'a pas de prix. Ça c'est peut-être plus beau qu'une médaille. Et surtout, ça m'a permis, grâce aux gens, grâce au public, notamment quand je suis sortie du cours, ces encouragements, de me dire très très rapidement derrière, ok, en fait c'était une étape, Paris 2024. J'ai dû tout faire en accéléré face à des joueuses qui jouent depuis des années. Et là, je vais prendre le temps et je vais avoir 4 ans de plus et c'est reparti, quoi. On va à Los Angeles et ils seront là, c'est sûr. En parallèle de votre carrière de joueuse professionnelle de tennis en fauteuil, vous êtes engagée pour que des tests d'aptitude à la conduite soient mis en place, à la suite de votre accident évidemment. Où est-ce qu'on en est? On avance, le combat continue. Bien sûr, l'actualité politique avec des dissolutions, des nouveaux gouvernements qui se forment, ça ralentit un peu nos plans, mais voilà, c'est vrai que c'est le combat de ma vie en dehors du terrain, avec d'autres, mais la sécurité routière, c'est sûr que c'est un enjeu majeur dans nos sociétés. Et malgré moi, je suis devenue le porte-parole de ce combat-là, parce que oui, je milite, je me bats pour qu'en France, le permis de conduire ne soit plus délivré à vie, qu'il y ait des visites médicales, qu'on repasse pour tous les conducteurs, avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. C'est un long combat qui ne dépend pas que de moi. Donc moi, je me bats pour que ça aille vite, mais c'est dur quand vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a des personnalités politiques, il y a une lenteur
politique où on n'a pas la même temporalité. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de long que je fais avec aussi une équipe avec moi qui prend du temps parce que les personnes, nos interlocuteurs manquent souvent de courage. On a eu un moment important au Parlement européen avec l'eurodéputé Karim Adeli qui est à mes côtés dans ce combat, où on a défendu cet amendement à l'Europe et c'est vrai que l'amendement a été rejeté. En revanche, le point positif, c'est que la majorité des eurodéputés français ont voté favorablement. Donc ça veut dire que demain, si on le fait voter en France, ça donne un espoir. Ça passe. De toute façon, moi, j'ai une confiance inébranlable depuis le départ qu'on y arrivera. À chaque nouveau fait divers, c'est un drame de plus qui aurait pu être évité. Aujourd'hui, le travail reprend. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec un député à l'Assemblée nationale. On rameute les troupes, on continue. Je vais rencontrer les nouveaux ministres aussi, parce que les mentalités évoluent. Moi, entre le moment où j'ai commencé ce combat et aujourd'hui, il y a énormément d'avancées et on va y arriver. Le conducteur qui vous a renversé en octobre 2018 avait 92 ans. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui ? Oui, c'était quelque chose de très important pour moi. J'y tenais. J'ai pu avoir un échange avec ce monsieur dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Il y a un très beau film, Je verrai toujours vos visages, qui raconte bien ce qu'est la justice restaurative. Et pour moi, c'était important de savoir à qui j'avais affaire, quel était le profil de ce conducteur, comprendre, même si parfois il n'y a rien à comprendre. Il y a vraiment eu un avant et un après dans mon processus de reconstruction avec cette rencontre, puisque ce monsieur, c'est quelqu'un qui aurait pu être mon grand-père, qui était meurtri par ce qu'il avait fait, et surtout qui était conscient qu'il n'était plus capable de conduire, qu'il avait essayé d'arrêter de conduire maintes et maintes fois. Et surtout, ce sont ces mots, s'il y avait une loi, il l'aurait respectée. Ça a été un moment très fort parce que j'ai compris que derrière sa responsabilité à lui d'avoir délibérément continué à conduire, il y avait évidemment un manque de cadre légal derrière tout ça et que ce monsieur, c'était un conducteur exemplaire qui respectait la loi. Sauf que une loi concernant l'aptitude à la conduite, il n'y en avait pas. Donc ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie supplémentaire pour continuer ce combat, pour, encore une fois, que des drames comme le mien soient évités, tout simplement si une seule personne avait arrêté de conduire. Aujourd'hui, ce monsieur est décédé, donc il n'y aura jamais de procès ? Non, je m'y attendais. C'était quelque chose auquel je m'étais préparée, même si quand ça arrive, ça vous fait quelque chose. C'est difficile parce que c'est très symbolique, un procès dans le cadre de cet accident d'un monsieur, en plus, qui a un très grand âge. On ne va évidemment pas le mettre en prison. Mais ça aurait été une reconnaissance judiciaire importante, si importante pour la plupart des victimes, dont je fais partie, même si je n'aime pas me considérer en tant que telle aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas eu de procès, mais il y a eu cette rencontre. Et c'est pour ça que j'avais fait en sorte que cette rencontre ait lieu, parce que je savais que le timing allait être serré ensuite pour voir ce monsieur. À vos 1000 vies s'en est ajoutée une nouvelle récemment, puisque vous avez intégré le MAC de la santé sur France 5. Que vous apporte cette nouvelle expérience ? C'est génial, c'est vraiment une expérience enrichissante et nouvelle pour moi. L'exercice d'être chroniqueuse, c'est particulier, c'est un vrai exercice qui requiert évidemment un travail en préparation en amont, avec le choix des sujets. C'est quelque chose que je vais arriver à concilier avec mes entraînements, bien sûr, mais ce qui est trop chouette, c'est que j'arrive dans une équipe avec des personnes bienveillantes, dans un univers qui nous concerne tous, à savoir la santé, et où j'ai une liberté de parole assez spectaculaire. Je peux parler de ce que je veux, en fait. Et c'est vraiment pour moi une occasion de faire apprendre certaines choses sur le handicap, sur le sport de haut niveau, sur la sécurité routière, en tout cas sur les domaines que je maîtrise au grand public. Notamment cette mission qu'on a, nous, athlètes paralympiques, depuis les Jeux, c'est de continuer à cultiver cet héritage. Donc à travers cette chronique, moi, ça me donne une occasion de le faire et je suis extrêmement, extrêmement heureuse de faire partie de cette équipe du MAC de la santé. Tout à l'heure, on évoquait les JO 2028 de Los Angeles. Quels sont vos autres projets d'avenir ? Il y en a plusieurs. C'est vrai que dans le domaine sportif, moi, j'ai besoin de défis. Donc c'est vrai que j'ai depuis longtemps une idée en tête, c'est de monter le Mont Blanc. Parce qu'il y a, à ma connaissance, aucune femme amputée comme moi au-dessus du genou qui a réussi à le faire. J'aimerais aussi faire une petite traversée à la nage du détroit de Gibraltar. Enfin, vous voyez, il y a de quoi faire. Bien sûr, évidemment, il y a le tennis, la priorité, les grands chelems et les Jeux de Los Angeles. Et puis, je dois dire que l'exercice de faire de l'antenne, que ce soit en tant que consultante du sport ou au MAC de la santé, c'est quelque chose qui m'amuse, qui me plaît. Donc, pourquoi pas le développer plus tard ? Et puis, bien sûr, un projet de loi à faire passer quand même déjà. Donc ça va être du boulot d'abord. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je voudrais vous poser maintenant notre question rituelle. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? Je voudrais dire ma compagne Tiffaine,
parce qu'elle incarne les victimes de l'ombre, qui sont trop souvent peu connues, reconnues par notre société, mais c'est les plus importantes. Parce que sans Tiphaine, je ne serais pas devant vous en train de vous parler à ce moment-là. Tiphaine, elle s'est engagée à me sauver la vie, à être à mes côtés, pallier tout manque quand j'en avais le plus besoin. Et elle a eu ses blessures à elle aussi psychologiques. Et elle a surmonté ça et elle est restée debout. Donc, je pense qu'il faut mettre en lumière des gens comme elle, victimes de l'ombre, mais finalement, ce sont eux les vrais héros. Merci Pauline. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de La Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.